Merci Bertrand. Bonjour Audrey. J'ai le plaisir Bonjour. donc d'accueillir Audrey de Tavernier, qui est Managing Director de la stratégie co-investissement d'Ardian. Alors, bienvenue. Pouvez-vous nous présenter la société Ardian? Oui, tout à fait. Donc Ardian, c'est une société de gestion qui a été fondée en 1996 par Dominique Sénéquier. Alors pour certains d'entre vous, Ardian s'appelait à l'origine AXA Private Equity. On était une filiale du groupe AXA. Depuis 2013, Ardian est maintenant indépendant. On est une société de gestion aujourd'hui qui a plus de 830 collaborateurs. Donc c'est une success story assez formidable. On a 120 milliards de dollars d'actifs sous gestion. On est présent dans 15 bureaux à l'international et on a une stratégie sur le non coté, donc multi-stratégie. Dans le private equity, on fait également de la dette, de l'immobilier et de l'infrastructure. Et aujourd'hui, on est un des plus gros acteurs du non coté en France et en Europe. D'accord, merci. Nous avons sélectionné une de vos stratégies, la stratégie de co-investissement LBO en Europe. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement cette stratégie? Alors en fait, il y a deux stratégies, la stratégie LBO et puis la stratégie de co-investissement. J'imagine que nos auditeurs ne connaissent pas forcément déjà ce qu'est un LBO et probablement encore moins ce qu'est du co-investissement. Ok, alors je vais vous passer la slide suivante, peut-être, voilà. Peut-être pour commencer avec le LBO. Donc le LBO, c'est un fonds de private equity, donc un fonds qui va être spécialisé pour acheter des sociétés qui sont non cotées, donc en dehors des marchés actions. Le LBO, en fait, en anglais leverage buyout, c'est le rachat d'une société avec un effet de levier. Donc le fonds de private equity va apporter de l'argent pour financer la transaction et des investisseurs en dette vont financer le reste. Voilà, le co-investissement, c'est une stratégie au sein du non-coté. C'est une stratégie qui consiste à prendre des participations minoritaires. Donc le mot co-investissement, c'est un mot un peu barbare. En fait, c'est une réalité assez simple. On est co-investisseur quand on est actionnaire minoritaire à côté d'un majoritaire. Donc on vous a fait un petit schéma sur la slide. Une transaction typique pour nous, ça va être un fonds de private equity, donc par exemple KKR, Carlyle, Apax, qui vont être actionnaires majoritaires d'une société, ils vont la racheter, et parce que la société peut être par exemple trop grosse pour eux, ils vont rechercher un actionnaire minoritaire, et c'est là que mon équipe intervient au co-investissement. Et en fonds de co-investissement, c'est quoi? C'est tout simplement en fait l'agrégation de participation minoritaire pour avoir en fait quelque chose diversifié, que nos investisseurs ne soient pas exposés à une société en particulier, mais à un pool de sociétés qu'on aurait rachetées. D'accord, très bien. Donc si je résume, ça permet d'investir aux côtés de plusieurs sociétés de gestion mondiale dans plusieurs sociétés différentes. Donc Exactement. c'est un peu un fonds best-of en fait sur la stratégie LBO en Europe. C'est ça. Alors vraiment notre objectif, c'est d'être aux côtés des meilleurs gérants de private equity en Europe et de sélectionner leurs meilleures transactions. Ok, très bien. Alors la transition est toute trouvée. Vous avez un track record qui est très long, plus de 20 ans. Quels enseignements peut-on tirer de ce track record? Là, on est sur le numéro 6, sur le fonds numéro 6. Donc il y a eu 5 fonds précédemment. Je crois que le premier a été créé en 1999. Vous m'arrêtez si je me trompe. Et donc là, on est sur le sixième millésime. C'est ça. Alors on va passer peut-être cette série, on pourra peut-être y revenir. Oui, tout à fait. Donc pour parler du track record, effectivement, donc sur cette slide, vous voyez en fait les différentes générations de fonds. Si on commence par le bas, on a commencé par le pré-fund, en fait, qui n'était pas vraiment un fonds, mais quelques transactions qu'on avait investies avec quelques clients en 99. Donc on a fait 2 fois la mise sur ce pré-fund et 16% de TRI net pour nos investisseurs. Ensuite, on a le fonds 2, qui est un fonds de 2005 qu'on a investi assez rapidement, entre 2005 et 2007, qui est notre plus mauvais vintage, puisque c'est un fonds qui a été investi juste avant la crise et qui a bien sûr souffert de la crise financière de 2008-2009. Ceci dit, la performance, c'est pas ce qu'on cible comme performance, mais c'est quand même honorable puisqu'on a retourné 1,5 fois
la mise à nos investisseurs et 6% de TRI net. Donc voilà, encore une fois, pas ce qu'on cible, mais néanmoins honorable. Et ensuite, les fonds 3, 4 et 5 qui ont été investis en 2007-2013, ensuite en 2014 et 2018, ce sont des fonds qui ont tous une très bonne performance, au-delà de 2 fois la mise en net pour nos investisseurs et entre 15 et 18% de TRI net. D'accord, effectivement, donc de très très belles performances. Alors on a une question, les fonds de private equity levant des fonds de plus en plus gigantesques, restera-t-il de la place pour du co-investissement? Alors c'est une bonne question. Peut-être que c'est l'occasion d'ailleurs de revenir sur la slide précédente. On peut revenir, oh je me suis trompée de bouton, voilà. Alors oui, c'est une bonne question. Le co-investissement, il y a quelques années, c'était vraiment, moi, quand j'ai rejoint l'équipe il y a 10 ans, c'était au sein du private equity une stratégie assez niche. Et quand on regarde aujourd'hui les montants qui sont investis en co-investissement, ça augmente et c'est assez corrélé avec l'augmentation en fait des fonds investis en private equity en général. Alors après, c'est vrai qu'il y a des très gros acteurs qui investissent des fonds très très gros. KKR, CVC, c'est des fonds de plusieurs milliards d'euros ou de dollars. Est-ce qu'il y a de la place pour des actionnaires minoritaires? Et en fait, oui, nous, ce sont des partenaires qu'on a depuis des années. L'intérêt pour un fonds de private equity d'avoir des actionnaires minoritaires, c'est que ça leur permet de diversifier le risque. Donc, au lieu de mettre 10% de leurs fonds pour racheter une société, ils vont mettre peut-être un peu moins, 7%, accueillir des actionnaires minoritaires qui vont leur permettre de combler et ils pourront mettre plus de sociétés dans leur portefeuille. Donc pour eux, il y a un intérêt à la diversification puisque ça réduit le risque. Le deuxième intérêt pour eux, c'est que souvent, les actionnaires minoritaires qu'ils contactent, ce sont en fait leurs clients. Nous, chez Ardian, on est une très grosse équipe fonds de fonds. On investit plus de 7 milliards de dollars par an dans plein de fonds de private equity en Europe, aux États-Unis. Et en fait, quand un Carlyle cherche un actionnaire minoritaire, il va d'abord aller voir ses clients. Il se trouve que souvent, c'est nous. Et ça permet de leur renforcer la relation. Et donc, pour eux, ils y trouvent vraiment un bénéfice. Et le troisième bénéfice pour eux, c'est qu'il y a quelques années, on le voyait pendant la crise notamment, c'était que ça leur évite en fait d'avoir à se mettre en partenariat avec d'autres fonds. Les transactions aujourd'hui qu'ils rachètent sont de plus en plus grosses et ils pouvaient à l'époque ne pas faire seuls et encore aujourd'hui. Et ça leur évite d'avoir un partenariat KKR Carlyle qui est en fait un concurrent. Donc là, ils arrivent avec leurs clients et ils sont capables de faire des transactions seuls. D'accord, ok, très bien. Donc effectivement, là, sur la slide en question que je vois, peut-être qu'on peut partager sur l'écran, je ne sais pas si elle a été partagée. Donc on a l'équipe de co-investissement, donc une équipe très, très expérimentée, une diversification. Vous avez des choses à rajouter par rapport à cette équipe de co-investissement? Alors oui, donc l'équipe, on est plus de 30 professionnels dans l'équipe. On fait ça depuis tous plusieurs années, on a 16 ans d'historique. On a investi plus de 4 milliards depuis que l'équipe a été créée. Nos performances, on en a parlé, donc c'est premier quartile. Et en fait, quand on se compare à d'autres fonds de private equity mondiaux, donc on a des performances qui sont dans les 25%, les fonds les 25% les meilleurs. L'intérêt pour nos clients d'investir dans un fonds de co-investissement, c'est principalement la diversification. Alors ça leur permet d'investir dans plusieurs pays, on va viser plusieurs pays en Europe, dans plusieurs secteurs, bon, ça c'est assez traditionnel, par taille d'entreprise aussi. Et ça c'est assez différenciant par rapport à d'autres fonds qui vont investir par exemple dans un fonds mid-cap, donc qui va cibler des entreprises moyennes en Europe, ou un fonds large-cap qui va cibler de grosses entreprises en Europe. Nous, on va commencer par les petites entreprises, mais jusqu'aux très grandes. Alors l'intérêt, c'est que les très grandes entreprises, c'est des profils de risque-rendement pas très élevés, on va peut-être faire autour de 2 fois notre mise. Pendant la période d'investissement, il n'y aura pas beaucoup de surprises, croissance stable, c'est des bons fonds de portefeuille, mais on aime bien aussi avoir des plus petites entreprises qui vont donner un petit peu de surperformance avec un couple risque-rendement un peu plus élevé. Parce que par définition, elles sont peut-être moins structurées que les gros paquebots. Et donc, ça nous permet d'apporter
un peu d'alpha au fond. Et l'intérêt, le dernier intérêt d'un fonds de co-investissement, c'est la rigueur et la sélectivité. Comme on l'a dit, notre objectif, c'est d'être en partenariat avec les meilleurs gérants. Donc ces gérants qui seront actionnaires majoritaires vont faire leur étude sur la société, sur son marché, et nous, on va rajouter la nôtre. Donc il y a une double étude sur la société. Et nous, on fait en sorte d'avoir un pool d'opportunités le plus grand possible pour pouvoir choisir les meilleures opportunités sur le marché. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut mettre quelques chiffres derrière ça? Combien d'opportunités votre équipe va-t-elle analyser sur une année? Et sur un fonds comme le fonds donc de Co-Invest européen, combien d'entreprises vous souhaitez avoir en portefeuille? Et je vais même aller plus loin. Sur quelle durée d'investissement vous comptez investir justement les capitaux? Parce qu'on en a parlé en préparant cette émission, c'est quelque chose qui me semble aussi assez clé. Je ne vais pas parler des questions que je vois arriver sur le timing, mais on est quand même sur le temps long, on va se donner du temps. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement par rapport à ça? Alors, sur le temps long, c'est vrai que ce sont des produits d'investissement à long terme. Donc notre objectif quand on lève un fonds qui est aujourd'hui notre 6e génération, c'est de l'investir pendant 5 ans. Alors en pratique, on prend souvent un peu moins de temps, c'est entre 3 et 4 ans. Et on reste investi dans chaque société entre 5 et 7 ans. Donc, et ça peut être un peu plus long pour certaines ou un peu plus court pour d'autres. Mais en moyenne, c'est ça. Donc on est vraiment sur un temps long. Notre objectif, c'est d'être investisseur à long terme pour avoir le temps en fait, d'implémenter une stratégie de création de valeur pour chaque société. Donc ça répond à la question sur le temps. Ensuite, en termes de nombre de sociétés, dans combien de sociétés vous allez investir? Sur le nombre de sociétés, combien de sociétés vous analysez chaque année? Sur le fonds 6, on vise à peu près 30 sociétés en Europe. Donc c'est vraiment assez diversifié quand on compare à d'autres fonds d'actifs non cotés. Et on en reçoit, je dirais, entre 200 et 300 par an. Alors, on va pas toutes les analyser en détail. Il y en a certainement la moitié sur lesquelles on va passer un peu plus de temps et un petit quart sur lesquels on va vraiment pousser l'analyse. On reçoit énormément d'opportunités. On sait très très vite, puisqu'on est assez expérimenté, mais ça fait 10 ans que je fais ça, on sait très très vite ce qui colle bien à la stratégie du fonds, ce qui colle bien à la construction du portefeuille. Donc on dit assez vite oui ou non. Et en moyenne, on investit dans une transaction sur 10 qu'on reçoit. D'accord, ok. Donc, si je reprends vos chiffres, vous recevez entre 200 et 300 deals potentiels chaque année. Et dans ce fonds-là, vous allez en faire 7 ou 8, puisqu'un investissement sur 4 ans, ça veut dire qu'on va faire 7-8 investissements chaque année. D'accord. Très très sélectif, effectivement. Alors, quelle typologie d'entreprise vous allez rechercher? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité quand même privilégiés? Est-ce que vous cherchez avant tout de la croissance? Est-ce que vous allez chercher des sociétés en retournement? Quelle est la typologie d'entreprise? Puisque vous avez dit que vous faisiez toute taille de capitalisation. Donc là, on n'a pas de biais particulier, mais en termes de positionnement, je dirais, structurel de l'entreprise. Alors, oui, c'est intéressant comme question. Je vais peut-être vous passer la slide. Voilà, ça c'est notre slide sur la diversification. Donc on a parlé de taille d'entreprise, donc on va cibler des entreprises plutôt de petite taille jusqu'à des très grosses, plusieurs milliards de dollars. Et on va aussi, c'est plutôt le type d'entreprise qu'on recherche, c'est des entreprises installées. On ne va pas faire de retournement. On va chercher plutôt des entreprises qui sont leaders sur leur marché et pour lesquelles il y a une stratégie de création de valeur à mettre en place, par continuer des acquisitions, continuer à prendre des parts de marché, etc. Donc on ne va pas aller chercher vraiment des situations extrêmes de retournement, couper les coûts, etc. Ce n'est pas du tout le positionnement que l'on recherche. Par secteur, on a des secteurs que l'on aime particulièrement, comme la santé, les biens de consommation, des secteurs un peu résilients. Et on va plutôt éviter les secteurs cycliques, on va éviter les sociétés, par exemple, dans la banque ou l'assurance, où potentiellement il peut y avoir des risques de bilan, des analyses un peu plus complexes. On va éviter aussi les sociétés qui sont trop exposées, par exemple, à l'évolution des matières premières, ce genre de choses. Donc on va essayer de construire un portefeuille en général assez résilient. D'accord, ok, très bien. Alors, on me fait signe, il y a une question, il y a plusieurs questions. Alors,
Alors, il y a une question, mais ça, j'avais prévu de poser. Donc, je vois que nous avons d'excellents partenaires, puisque j'ai moi-même préparé quelques questions. Alors, avant de répondre aux questions sur la question du prix, on va y venir forcément. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'investissement? Alors, sur le fonds en question qui est ouvert à la commercialisation, je crois que vous m'avez dit, il y a un deal qui est en cours, qui est très bien avancé, mais c'est encore confidentiel. Par contre, vous avez prévu de nous présenter un investissement qui a été fait il y a un petit peu plus d'1 an, c'est ça, dans le fonds précédent? Oui, c'est ça. C'est vrai que pour nos clients potentiels, c'est toujours intéressant d'avoir un peu les histoires derrière nos investissements. Et donc, on vous présente ici, alors j'ai un peu de mal avec les slides, on vous présente ici Elzane, qui est une société qui est en fait le deuxième opérateur de cliniques privées en France. Alors, c'est une marque qui parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est un acteur majeur en fait des cliniques privées en France. Il y en a deux, il y a Général de Santé et Elzane. L'histoire d'Elzane, c'est assez intéressant. C'est une société qui a été fondée au début des années 2000 avec un hôpital et puis qui a été sous private equity avec différents fonds entre 2006 et jusqu'à encore aujourd'hui. Et la stratégie était de continuer à croître et rajouter en fait de manière d'abord au niveau régional puis après au niveau national des cliniques autour pour construire des pôles d'excellence de santé dans les régions en France. Donc aujourd'hui, c'est 28 000 collaborateurs, c'est plus de 2 millions de patients qui sont traités chez Elzane, c'est 140 cliniques environ. Et on a été contacté par KKR mi-2020. Ils savaient que la société allait être en vente et ils étaient très intéressés pour la racheter. Ils avaient besoin d'un minoritaire. Nous, il se trouvait que Elzane, c'est une société qu'on connaît depuis des années. On avait rencontré l'équipe dirigeante et donc on était un partenaire tout trouvé pour KKR. C'est une histoire qui se déroule très très bien. Ils ont racheté un groupe de cliniques privées tout de suite après la signature de notre rachat, ce qui les positionne comme le premier acteur aujourd'hui des cliniques privées en France. D'accord, ok, très bien. Bon, bah, écoutez, c'est très intéressant. Alors, une question, n'atteint-on pas des prix désormais trop élevés dans le private equity, du coup avec des espoirs de TRI plus modestes pour les prochaines années? Alors, moi, je vais être très franc, ma question c'est, on entend depuis plusieurs mois, les valorisations sont très élevées, les taux d'intérêt vous montez. Quel est votre avis déjà? Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir un avis, mais surtout, comment vous vous préparez dans votre gestion au quotidien pour faire face éventuellement à des marchés un peu plus adverses que ce qu'on connaît effectivement depuis 10, 15, 20 ans? Voilà, c'est la question qu'on se pose tous les jours en tant que gérant. C'est vrai que le prix des actifs sont très chers. Il y a plusieurs raisons à ça. Une des raisons, c'est qu'il y a énormément d'argent qui va dans l'univers du non-coté aujourd'hui, car les taux d'intérêt sont faibles et l'univers du non-coté apporte des rendements que très peu d'autres classes d'actifs peuvent apporter. Donc voilà, les fonds gèrent des fonds de plus en plus gros, ils ont beaucoup d'argent à investir et ça fait augmenter les prix. Donc c'est une des raisons de l'augmentation des prix, il y en a d'autres. Mais c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Sur le fonds 5, on l'a vu, je pense, depuis 2-3 ans, où on a des prix qui sont très élevés, en tout cas avec une différence par rapport au fonds 4 et au fonds 5. Après, c'est vrai que c'est notre quotidien, c'est notre travail d'identifier des sociétés. L'idée étant de ne pas racheter très cher une société moyenne. Par contre, nous, on ne fait pas de retournement, on ne va pas aller chercher des coûts, mais par contre, on n'a pas de problème à acheter peut-être un peu cher une société qui a une valeur stratégique, qui dans 5 ans aura une valeur stratégique parce qu'il y a un plan de création de valeur très clair. Et pour nous, c'est des actifs qui restent intéressants. Après, la manière dont on gère ça, c'est qu'au moment de l'analyse de chaque société en portefeuille, on va faire tourner un certain nombre de scénarios, on va se poser la question, voilà, si les multiples d'ici 5 ans, quand on veut sortir, descendent, quelle a été l'évolution des multiples dans ces secteurs ces 5 dernières années, ces 10 dernières années, quel est l'univers des possibles. Et donc voilà, on va arriver à un univers de rendement possible et notre comité va prendre la décision d'investir ou de ne pas investir sur la base de ces analyses. Mais c'est effectivement la question que nous, en tant qu'équipe, on se pose tous les jours depuis un certain nombre d'années maintenant.
D'accord, très bien. Bon, j'imagine quand même que ça peut rassurer nos partenaires. Effectivement, vous confirmez que les prix sont élevés, que ça dure déjà depuis des années. Ça peut durer encore des années, même si les taux d'intérêt venaient à remonter. Et dans tous les cas, vous allez effectivement tenir compte d'un scénario adverse. Vous allez faire des stress tests, j'imagine, avant de faire un investissement. Alors, on peut peut-être parler justement du fonds qui a le moins performé, mais qui a quand même une très bonne performance, le fonds numéro 2. Puisque sur ce fonds-là, vous avez effectivement connu quelques vicissitudes, dirons-nous. Du coup, comment vous pouvez aujourd'hui vous servir de ces mauvaises expériences? Encore une fois, je relativise parce qu'on est sur un fonds qui offre quand même un gain de plus de 60%. Donc, pour un fonds décevant, je pense que certains aimeraient avoir ce type de performance. Aujourd'hui, comment vous vous servez donc de cette expérience dans votre gestion au quotidien, dans l'analyse des sociétés? Ouais, c'est vraiment une bonne question et c'est quelque chose qui reste très présent en fait. Une grosse partie de l'équipe était présent chez Ardian ou dans la finance au moment de la crise financière et donc c'est quelque chose qu'on a vraiment en tête au quotidien. Le fonds 2 a été investi en 2005 et a été investi très vite, en 2 ans. Et quand on parlait de la question du temps et de l'horizon d'investissement, je pense que c'est une des leçons. Aujourd'hui, on vise plutôt à investir nos fonds entre 3, mais plutôt 4 ans pour éviter en fait ces phénomènes un peu de cycle. Donc c'est un fonds qui a été investi très vite, d'une part. D'autre part, c'est un fonds qui a été investi aussi de manière diversifiée, mais au niveau des secteurs, il y avait peut-être moins d'attention à l'époque sur les cycles. Et il y avait quand même une exposition au secteur de la construction, une exposition à des secteurs plus cycliques comme les semi-conducteurs. Et donc ça représentait une bonne partie du fonds, peut-être trop par rapport à ce qui aurait été bénéfique à l'époque. Et la dernière leçon, c'est qu'on parlait des valorisations élevées. Il y avait certaines transactions avec des prix élevés. À la rigueur, le problème, c'est moins ça que le montant de dette qui avait été utilisé pour racheter la société. Parce qu'une société qu'on achète à un prix cher, si c'est une société qui est leader sur son marché, etc., on parlait de valeur stratégique avant, cette valeur, elle sera toujours là dans 5, 7 ans, et on attendra peut-être un peu plus avant de la vendre, s'il y a un cycle. Voilà, on peut se permettre ce genre de choses dans le non-coté, on n'est pas sous pression de la vente tout de suite. On peut se permettre un retour à un marché un peu plus porteur. Mais c'est vrai que quand il y a trop de dettes, il y a quelques sociétés qu'on a perdues aux banquiers et ça c'est assez désagréable. Donc trop de dettes, une documentation bancaire trop stricte, ça peut être quelque chose qui peut être dommageable pour nos investissements. Donc c'est bien sûr quelque chose à quoi on fait très très attention aujourd'hui. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. Quelques questions. Comme actionnaire minoritaire, quel est le niveau d'implication dans la stratégie de l'entreprise? Est-ce que c'est l'actionnaire majoritaire, le fonds majoritaire qui va vraiment prendre des décisions, ou est-ce que vous allez être effectivement consulté au niveau de la gestion de la société? Ouais. Alors on a deux types de scénarios. Il y a les scénarios où on va être très petit minoritaire. Sur des très grosses sociétés où on va avoir moins d'1% du capital. Dans ces cas-là, on va être assez peu impliqué dans la gestion au quotidien. Et donc, pour nous, une des premières choses qu'on va regarder, ça va être avec qui on rachète et quel est ce gérant, quel est son track record, quel est son savoir-faire et est-ce qu'on est confortable de partir pour une aventure de 5 à 7 ans avec eux. Donc, c'est vraiment la première chose la première chose qu'on va regarder. Et il y a d'autres scénarios où sur des plus petites sociétés, on va avoir 20-30% du capital, on va avoir un rôle beaucoup plus actif, on peut être au conseil de surveillance, on peut accompagner les actionnaires majoritaires dans leur stratégie de création de valeur. C'est des choses qu'on est habitué à faire, qu'on sait faire, notamment en Europe, où Ardian, on est très implanté, on a un très fort réseau qu'on peut contribuer et qu'on met au service des sociétés. Alors ceci dit, on le fait aussi pour les sociétés dans lesquelles on est un peu moins impliqué. Si on peut contribuer notre réseau et participer au fait que voilà, notre investissement prospère, on est bien sûr ravis de le faire. Donc voilà, on est assez flexible dans la manière dont on voit les choses. Être minoritaire, c'est un métier. Il faut savoir parfois pas être très impliqué, parfois l'être si besoin ou si on peut aider. Ok, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'être co-investisseur minoritaire, c'est pas pour autant être complètement transparent et passif. Non. Au contraire. Non.
Alors, j'ai une autre question sur alors, le multiple d'EBITDA moyen dans vos derniers deals. Et puis, si on revient sur Elsan, quelle était la proportion de dette dans le LBO pour illustrer ce que vous disiez? Ouais, alors sur Elsan, on avait un peu moins de 50% de dette sur la transaction, ce qui est un ratio correct aujourd'hui. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question sur les multiples d'EBITDA. Sur le fonds 5, on doit être autour de 13 fois en moyenne. Et sur des sociétés qui affichent quel profil de croissance? En termes de croissance de résultats moyens, on est sur 10%, 15, 20%? Alors, ça peut être entre 5 et 15%. Ouais. Ouais, je dirais que c'est un bon ordre de grandeur. Ça dépend des sociétés. Il y a des sociétés, la stratégie de création de valeur peuvent être variées, hein. Ça peut Bien être des acquisitions, ça peut être que de la croissance organique. Donc, voilà, ça dépend vraiment le profil de la société. D'accord, ok, très bien. Alors, je crois que c'est l'heure de la question. Ou est-ce qu'on a d'autres questions? Ah, je vois une question qui arrive. Intégrez-vous des critères RSE et notamment de décarbonation dans vos investissements? Ouais, alors ça c'est une très bonne question. Effectivement, alors il y avait la citation de Dominique Sénéquier au début de la présentation sur l'investissement durable, la stratégie RSE chez Ardian. Enfin, c'est pas vraiment qu'une stratégie, hein, c'est vraiment la manière dont on réfléchit à nos investissements aujourd'hui. On est des investisseurs de long terme et on veut investir dans la croissance durable. Donc le RSE, ça fait partie de nos critères d'analyse. Alors, on va choisir, bien sûr, certains secteurs dans lesquels on ne va pas investir. Et puis aussi, on va voir l'amélioration qui peut être apportée pendant notre période d'investissement, que ce soit au niveau de la décarbonation, que ce soit au niveau du social, que ce soit au niveau de l'efficience énergétique. Enfin, voilà, donc il y a un certain nombre de choses qu'on va regarder. C'est une analyse qu'on fait pour tous nos investissements. Dans nos mémos d'investissement, il y a une section entière dédiée à cela. C'est discuter au sein de nos comités d'investissement. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour Ardian en général et pour notre fonds en particulier. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, on me demande tout simplement le nom du fonds. Effectivement, c'est une excellente question. Il s'agit du FPS, donc Fonds professionnel spécialisé Europe Co-Invest LBO. Donc on est sur du co-investissement LBO, uniquement sur l'Europe, puisque on ne l'a pas dit, mais Ardian donc, a plusieurs stratégies régionales. Et donc nous, on a choisi le segment européen, sans risque de change. Vous êtes présent sur le marché britannique, je crois très peu. Oui, alors on ne s'interdit pas de faire des investissements sur le marché britannique. Et après, le risque de change, on choisit de le couvrir ou de ne pas le couvrir. C'est une décision de gestion au moment où on fait l'investissement. D'accord, ok, très bien, merci. Alors, je crois qu'on va mettre nos partenaires à contribution. Ariane, tu me confirmes? Ah, peut-être une autre question? Non, voici la question qui arrive. Quelle durée d'investissement maximale vos clients sont-ils prêts à accepter pour investir dans du private equity? Donc c'est à vous, partenaires, de répondre. 8 ans, 10 ans, 12 ans, ou, alors c'est amusant puisque c'est ce qui m'importait le plus, la durée n'est pas un problème, l'objectif est avant tout d'obtenir une performance élevée. Voilà, c'est ce que vous ne voyez pas. Voilà. Est-ce que vos clients sont prêts à mobiliser leurs capitaux sur une très longue période justement pour optimiser la performance? Ou est-ce que psychologiquement, des durées de 8, 10, 12 ans sont vraiment des freins? Est-ce qu'aujourd'hui c'est compliqué de mettre en avant une offre non cotée très très longue? Puisque vous l'avez compris, une durée d'investissement, une durée de déploiement des capitaux sur 4 ans en moyenne, une durée de détention des participations en moyenne sur 5-7 ans, forcément ça veut dire que le fonds a une durée moyenne d'investissement de 10-12 ans, hein, vous me confirmez, Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui n'empêche pas pour autant le fonds, et là-dessus il faut être très clair, le fonds dans 6-7 ans pourra commencer à faire les premières distributions. Hein. On est sur des fonds qui vont pouvoir distribuer régulièrement dès la 6e ou 7e année, puisque les appels de fonds se font progressivement. Là aussi on en a parlé sur le fonds précédent, c'est la même chose ici. Des appels de fonds donc, sur 4 ans à chaque investissement, donc les capitaux sont appelés, et puis à chaque session, les capitaux sont rendus aux investisseurs pour optimiser le TRI.
Alors, est-ce qu'on a une réponse sur cette question? Et voilà, alors excusez-moi, je passe à la télé, mais je suis obligé de me pencher pour voir le résultat. Et c'est un peu ce que je craignais, puisqu'on a quand même presque 40% des répondants qui considèrent que 8 ans est une durée d'investissement maximale. Et en face, 34% qui considèrent que voilà, le temps n'a pas, enfin la durée de blocage n'a pas d'importance, puisqu'on va avant tout chercher de la performance. Est-ce que vous avez un avis justement sur cette réponse à cette question? Sur le fait que les investisseurs ne sont pas forcément prêts à se donner du temps pour aller chercher de la performance, malgré des résultats, encore une fois, qui sont très très bons. Hein. On devrait presque peut-être remettre l'historique de performance des fonds de co-invest d'Ardian, puisque, alors oui, on est sur des durées moyennes, encore une fois, de 10-12 ans, mais on a quand même des TRI qui sont entre 15 et 20%. Donc si on compare les actions cotées en face, et ça on ne l'a pas dit bien entendu, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en face du private equity? On peut mettre les marchés financiers. Avec la volatilité qu'on connaît, il suffit de regarder la séance d'hier, là, on se retrouve quand même sur quelque chose de très performant et de très peu volatile. Et pourtant, on s'aperçoit que les investisseurs ne sont pas forcément tous prêts à y aller. Oui, alors ça c'est vrai que c'est un des sujets hein, sur l'investissement dans le non-coté, c'est que c'est du long terme. Maintenant, c'est avec des rendements qu'on voit assez peu ailleurs. Et je pense qu'après, pour nos clients, c'est vrai qu'en fait, le private equity fait partie en fait, de la construction d'un portefeuille assez équilibré où il n'y aura pas que ça. Donc voilà, c'est une partie de leur investissement dans leur portefeuille. Et après, il y a d'autres actifs qui peuvent leur apporter de la liquidité plus fréquemment si besoin. Merci beaucoup Audrey. J'espère en tout cas que votre intervention permettra à nos partenaires distributeurs et aux investisseurs de s'intéresser à cette classe d'actifs. Et puis dans l'immédiat, avant d'accueillir notre prochain invité, je vais laisser la parole à Meir Mor-Youssef qui va vous parler d'immobilier et notamment de l'intérêt de la diversification internationale. À tout à l'heure.